Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Dans un souci d'accompagnement, je tenais à faire une émission sur le sujet d'aujourd'hui parce que nous serons tous inévitablement confrontés à un moment ou à un autre de notre vie à la mort ou à la maladie grave d'un de nos proches. Comment en parler avec nos tout-petits? Comment répondre à leurs questions alors que nous n'avons même pas nous-mêmes toutes les réponses? Doit-on les impliquer dans le processus du deuil? Comment aborder le sujet sans leur faire peur? Bref, ce sont toutes des questions que je vais poser aujourd'hui à deux spécialistes. Ève Bélanger, qui est professeure en travail social à l'UQAR. Elle est également bénévole et animatrice de groupe de suivi du deuil à la Maison Marie-Élisabeth et bénévole auprès de l'organisme Deuil Jeunesse. Se joint à elle Cindy Laflamme, qui est travailleuse sociale et animatrice des groupes de suivi de deuil à la Maison Marie-Élisabeth ici à Rimouski. Tout ça dans le but qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Cette semaine, on aborde un sujet qui n'est pas facile, mais qui me semblait nécessaire et si important, soit comment expliquer le deuil, la maladie grave à nos tout-petits. Et j'aimerais d'entrée de jeu qu'on fasse ensemble une certaine distinction, à savoir, est-ce que les explications, est-ce que l'approche doit varier selon la personne qui est touchée? Bien, avant toute chose, c'est sûr que c'est des questions qu'on se fait poser souvent, tant chez des jeunesses qu'à la Maison Marie-Élisabeth, hein, comment on fait, quoi dire, jusqu'où on va. C'est des questions très, très concrètes, très, très légitimes aussi, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que d'emblée, j'ai envie de dire qu'il n'y aura jamais de façon d'être et d'agir parfaite. Il n'y aura jamais d'annonce parfaite. Il n'y aura jamais rien d'irréparable non plus. Moi, j'ai envie d'appuyer sur le fait qu'il faut être indulgent envers soi dans ces situations-là, d'abord et avant tout. Chaque histoire est singulière, chaque deuil est unique. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de facteurs d'influence qui vont jouer sur la façon dont un jeune va traverser ces épreuves-là de la maladie grave ou de la mort d'un proche. L'âge, bien sûr. Vous parlez aussi de la personne, le lien affectif avec cette personne-là, la place que cette personne-là a dans la vie de l'enfant. C'est sûr que ça va jouer sur sa traversée. Cela dit, il y a des incontournables, peu importe la situation. Je pense qu'il faut conscientiser rapidement qu'il faut parler ouvertement à nos enfants, peu importe leur âge. Chez Deuil Jeunesse, c'est quelque chose qu'on incarne aussi beaucoup à la Maison Marie-Élisabeth. On dit souvent que la sécurité passe par la vérité. Ce qu'on ne sait pas s'invente, ce qu'on voit pas s'invente. Les enfants ont beaucoup d'imagination et même très petits, ils ont accès à plein de choses aussi autour d'eux. Donc, je pense qu'il faut les aider à mettre des mots sur ce qui se passe. Les vrais mots aussi, on encourage à utiliser les mots cancer, mort, par exemple, en s'adaptant à eux, en vérifiant aussi leur compréhension, en répondant à leurs questions. Les enfants, même les tout petits, des fois, vont avoir beaucoup de questions, les mêmes questions qui vont revenir. Il faut prendre le temps de leur répondre en étant patient. Je pense qu'il faut aussi être précis, c'est-à-dire de ne pas les laisser dans le doute, pas les laisser deviner non plus, mais y aller petite bouchée par petite bouchée, en faisant confiance aux enfants, en se faisant confiance aussi. On dit souvent aux parents, vous êtes les mieux placés parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. On sait toutefois que c'est vraiment difficile si ça touche un parent lui-même, la maladie, tout ça. On peut évidemment se faire aider, mais le fait que ce soit une personne significative, c'est sûr que ça va être soutenant. Puis plus on va nommer les choses, mieux elles vont se vivre. C'est un petit peu là, spontanément ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça. Mais justement, on vient un peu de le nommer, par exemple, une tante, un grand-parent, sont souvent un peu plus
âgé, peut-être que ça peut sembler pour l'enfant plus légitime que la personne décède. Mais j'aimerais savoir, Cindy, j'aimerais t'entendre là-dessus, si jamais c'est un enfant, par exemple, un peu du même âge ou un jeune enfant qui est confronté à une maladie comme le cancer, par exemple, est-ce que ça peut amener une dose d'anxiété encore plus grande pour notre tout petit parce qu'il peut avoir l'impression que ça peut le toucher à tout moment? Je dirais que ça dépend fort probablement des enfants. Je pense pas que le fait que ça soit une personne de leur âge ou un ami ou quoi que ce soit, qu'il faut agir de façon différente avec l'enfant. Je pense que ça peut être autant anxiogène pour un enfant de savoir que c'est son parent, que c'est son grand-parent ou que c'est son ami. L'âge a peu d'importance. Les enfants, on le sait, sont en contact à tous les jours avec ce qui se véhicule autour d'eux, les médias, tout ça. Les enfants sont en contact avec le fait que ça n'arrive pas juste aux personnes âgées de décéder non plus. Fait que c'est d'amener ces mêmes outils-là que Ève vient de nous parler auprès des enfants, peu importe l'âge, peu importe qui est concerné. La réaction de chaque enfant va être unique, comme chaque annonce va être unique aussi. Oui, et puis en tant que parent, c'est normal, j'imagine, que ce soit difficile dans le sens où même nous, on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas non plus comment ça va se passer et on ne sait pas comment on va le vivre parce que lorsqu'il est le cas, par exemple, d'un grand-parent, eh bien, ça demeure nos propres parents ou nous-mêmes, notre conjoint. Donc, le lien, il est difficile aussi pour nous. Est-ce que vous prônez dans votre approche peut-être d'avoir certains rituels ou de mettre en place peut-être des activités avec la personne touchée ou concernée afin de préparer tranquillement l'enfant ou on lui dit la vérité, mais on évite de remettre le sujet sur la table non plus à chaque semaine? Non? La maladie va faire partie du quotidien de l'enfant comme va faire partie du quotidien du parent. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a l'annonce qui est la première porte, mais après ça, de maintenir l'enfant au courant des développements, au courant de l'évolution, de le faire participer autant qu'un adulte, mais à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est sûr que c'est bénéfique pour l'enfant parce que cette maladie-là ou ce décès-là va faire partie de son histoire de vie. Quand il va être plus vieux, ça se peut qu'il pose des questions. Puis là, à ce moment-là, le parent va pouvoir dire, ben oui, tu étais là, tu as participé, tu lui as amené un dessin. Quand il était à la maison de fin de vie, tu lui as choisi sa jaquette qu'elle portait, grand-maman, quand elle était là-bas. Tu étais chercher de l'eau pour elle. Tu lui as fait des gros câlins qui lui ont fait plaisir. Fait que c'est pas obligé d'être aussi gros que ce qu'un adulte peut amener comme aide à un proche qui est en fin de vie. Mais c'est sûr que de faire participer l'enfant, c'est vraiment bénéfique. Puis ça, on l'a vu, on en a des grands constats dans notre pratique. Mais justement, pensez-vous, mesdames, dans votre pratique, que l'on devrait informer les enfants dès que nous avons la nouvelle? Si on prend le cancer, par exemple, on sait que c'est une maladie qui peut se vivre sur de nombreuses années. Est-ce qu'on devrait l'annoncer aux enfants tout de suite afin de les préparer ou attendre que la personne soit vraiment diminuée physiquement et que là, on sait que, bon, l'échéancier est beaucoup plus court, là? Ben, moi, il faut l'annoncer le plus rapidement possible, en fait, parce qu'il y a l'annonce, il y a la maladie, mais inévitablement, il va y avoir des bouleversements dans la famille, ça va changer, les gens vont en parler. Donc, encore là, c'est important que l'enfant l'apprenne d'une personne significative, son parent lui-même, son grand-parent, pour éviter les surprises, les mauvaises surprises. Des fois, l'enfant peut entendre une conversation, on pense pour préserver, c'est toujours, Josée Masson, qui est fondatrice et directrice générale de Deuil dit toujours, il y a des maladresses d'amour, on veut toujours protéger, c'est toujours bienveillant, mais le plus rapidement on va l'annoncer, plus la préparation va pouvoir se vivre. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est fondamental, là. Puis, à la Maison Marie-Élisabeth, j'aimerais rajouter qu'on veut que les enfants se sentent invités. Les enfants ont besoin d'être reconnus dans le lien avec la personne. Donc, je pense que plus on va les impliquer, plus par la suite, quand ils vont poser des questions, comme Cindy disait tout à l'heure, ça va faire partie de leur histoire. Nous, on est fiers, comme adultes, de dire hey, j'ai pu aller la voir, j'ai pu l'aider à ma façon, j'ai eu l'occasion de contribuer, puis de lui dire que je l'aimais, puis de la soutenir du mieux. C'est la même chose pour les enfants. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment
C'est important. C'est important de faire confiance à nos enfants. Puis, de se placer dans leur position à eux aussi, d'arrêter de regarder leur situation avec nos yeux d'adultes, mais avec les yeux de l'enfant. C'est de là que c'est important de l'impliquer, de les questionner, de leur proposer des choses, puis après ça, de les écouter dans leurs limites puis dans leur volonté. Fait que ce lien-là, en tant d'un parent envers un enfant, c'est un lien unique, là. Puis on les connaît bien, nos enfants, mais laissons-leur aussi la place de nous montrer comment eux, ils vivent ça. Et je pense que c'est une belle preuve de confiance aussi de s'assurer que ce soit le parent et en collaboration avec la personne qui est touchée, par exemple, par la maladie, qui l'annonce aux enfants et comme vous l'avez dit, qu'ils ne l'apprennent pas par les branches. Parfois, je sais pas moi, un ami, une tante maladroite fait un commentaire, par exemple, dans une activité familiale et là, l'enfant peut se sentir un peu rejeté. Pourquoi tout le monde est au courant et que personne ne me l'avait dit? Hein? Lorsqu'ils ont 2-3 ans, peut-être moins, mais vers 5, 6, 7, 8 ans, ils comprennent très, 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 très bien là, ce qui se passe. Puis encore là, même quand ils sont petits, quand ils vont vieillir, ils vont nous poser des questions. Comment je l'ai appris, moi? Donc, je pense que vraiment, c'est là où il faut les considérer, peu importe l'âge, parce que ça fait partie, je le disais tantôt, de leur histoire. Donc, je pense qu'il on peut se faire accompagner pour cette annonce-là, comme on le disait aussi, parce que même pour les médecins, c'est difficile d'annoncer des pronostics plus sombres. Donc, on peut s'imaginer pour les gens qui le vivent eux-mêmes, mais c'est ça que ça va faire une différence, ça d'une personne en qui l'enfant a confiance. Mais justement, lorsque le décès survient après une maladie, que la personne se rend vraiment là, aux soins palliatifs, entre autres ici à Rimouski, à la Maison Marie-Élisabeth, qui est une maison de soins en fin de vie. Donc, vous, votre recommandation, c'est vraiment d'impliquer l'enfant, évidemment, à la hauteur de ce qui est possible dans tout ce processus-là et non pas là, de le mettre à l'écart, justement, afin de le protéger et de lui annoncer du jour au lendemain que, bon, la personne est décédée. Définitivement. Puis on le voit, là, les malaises, là, autant chez les parents, les proches, même chez des fois le personnel soignant en lien avec les enfants. Est-ce qu'on les implique? Est-ce qu'on les implique pas? Est-ce que mon enfant peut venir en maison de soins PAL? Il va déranger, il va courir dans les corridors. Oui, il peut être bruyant, on s'entend. Hein? Des fois, la façon de réagir aussi à ces moments-là qui sont très anxiogènes. Si notre enfant, je sais pas, moi, fait une crise de bacon, je peux comprendre qu'en tant que parent, on a un certain malaise lorsqu'il y a d'autres familles qui sont en train de se recueillir. Définitivement. Sauf que la maison de fin de vie, on axe sur le fait que c'est une maison de vie aussi. Ça fait partie de la vie. Ces choses-là. Fait que les enfants sont tellement les bienvenus que nous, on leur offrait une lettre à l'arrivée. On leur offre encore une lettre à l'arrivée pour leur dire qu'ils sont les bienvenus. Puis pour ouvrir la discussion aussi en lien avec la maladie, la fin de vie, les questions qu'ils peuvent avoir, puis pour ouvrir les possibilités qui peuvent s'impliquer aussi à leur hauteur. Fait que définitivement, nous, c'est sûr qu'on l'encourage, puis on mettait les choses en place là, pour pouvoir respecter aussi les limites de l'enfant. Quand je parlais tout à l'heure, c'est pas tous les enfants qui veulent venir non plus en maison de soins palliatifs. Fait que ça aussi, c'est important de l'écouter. La personne, grand-papa ou grand-maman, maman ou papa, avant la maison, Marie-Élisabeth, et pendant les soins palliatifs, c'est la même personne. Et j'imagine que si c'est bien expliqué et que l'enfant est à l'aise, qu'il souhaite y aller, selon votre expérience clinique, avez-vous vu que justement ça peut avoir un effet positif sur leur façon de voir la mort par la suite? Parce que pour bien des gens, et dans mon expérience personnelle, moi, j'ai tenu la main de ma grand-mère au moment de son décès. Je vous dirais que ça m'a énormément réconciliée avec la mort parce que parfois, on entend plein de choses, là, je sais pas, sur les cris ou la réaction de la personne ou qu'est-ce qui va arriver. Et au final, en tout cas dans mon cas, ce fut quelque chose de très naturel, de très doux, et ça m'a énormément réconciliée avec la mort. Ben, je pense que vous avez absolument raison. Évidemment, encore là, ça dépend de chaque enfant, ça dépend de chaque situation, mais je pense que la clé, c'est d'expliquer. Hein? À la maison Marie-Élisabeth, par exemple, les enfants peuvent venir visiter, mais ça va être de dire, tu vas voir grand-maman est dans un lit, grand-maman, elle bouge moins, elle se lève moins. Elle va manger dans sa chambre. Donc, vraiment d'être selon l'âge, bien sûr, là, mais dans le concret pour vraiment préparer l'enfant à ce qu'il va vivre. Puis après ça, le suivre dans son rythme à lui aussi, mais inévitablement, ça le met en contact avec cette réalité-là qui existe,
la mort. On est dans une société où on est encore beaucoup dans le tabou, dans le déni de la mort, mais de la vulnérabilité en général. Mais moi, je pense que quand c'est bien accompagné, quand c'est fait avec douceur, avec vérité, comme on disait, inévitablement, ça va les aider. Puis les jeunes nous le disent eux-mêmes. On a côtoyé, Cindy et moi, beaucoup de jeunes, des petits, des ados, qui nous disent, tu sais, Ève, l'impact du non-dit, là, les gens le minimisent beaucoup. C'est pire, effectivement. Donc, mais un enfant qui veut absolument pas aller voir son parent ou son grand-parent à la maison de Marie-Élisabeth, on forcera rien, bien sûr. On va lui expliquer, tu sais que tu peux venir quand tu veux. Tu peux changer d'idée quand tu veux, mais si tu veux pas venir, c'est aussi correct. Donc, faut pas tomber dans l'inverse de mettre une pression à l'enfant. Mais nous, on dit aux parents, ben, c'est favorable, bien sûr, mais dans des bonnes conditions. Il faut se donner les meilleures conditions. C'est pour ça que bien souvent, il faudra, on peut avoir aussi un plan B. L'enfant peut dire oui, moi, je veux y aller, rentrer dans la chambre, se rendre compte que, ouf, c'est difficile de voir mon proche dans cet état-là. Fait que moi, j'ai besoin de me retirer en tant qu'enfant, mais là, je veux pas, moi, déplaire à mon parent qui, lui, il veut le voir, tu sais. Fait que des fois, d'avoir un plan B, de dire, ben, on va y aller avec ma tante, puis là, ben, à ce moment-là, ben, ma tante va pouvoir sortir avec toi, puis moi, je vais rester avec la personne. Fait que de laisser cette liberté-là à l'enfant aussi, de se dire, ben, si moi, je me sens pas bien, je vais avoir le droit de me retirer. Puis ça, on le voit, peu importe l'âge. Un enfant de 2 ans, même, on peut pas lui faire faire ce qu'il veut pas faire. On va le voir, on va le sentir dans son non-verbal, dans son comportement, dans ses réactions. Fait qu'à ce moment-là, même des fois, on dit aux parents de prendre cette décision-là aussi pour l'enfant, de dire, j'ai l'impression que ça te perturbe beaucoup, tu sais, que tu n'es pas bien, mais est-ce que tu veux aller faire un petit tour avec ta tante ou peu importe, pouvoir... Oui, puis on ne peut pas... Il y a aussi des alternatives. Oui, j'allais simplement dire, on ne peut pas savoir comment ils vont réagir parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et même nous, j'aime bien l'idée du plan B parce qu'il ne faut jamais oublier le parent aussi là-dedans qui a lui-même à traverser son propre deuil tout en accompagnant son enfant. Donc, en ayant vraiment une personne ressource avec nous, je pense que ça peut ça peut aider à faire diminuer la pression des deux côtés, en fait. Oui, Ève? Il y avait même, il y a des alternatives aussi. Un enfant qui veut absolument pas y aller, on peut lui proposer de prendre des photos, de faire une petite vidéo, de lui faire une vidéo, de l'amener à son grand-parent. Donc, on a des moyens technologiques aussi qui nous donnent accès autrement, puis qui peuvent graduellement aider l'enfant à se faire à cette réalité-là. Puis à un moment donné, tu peux dire, ben, OK, là, je veux y aller. Ou je veux continuer par un média quelconque. Donc, mille et une façons, puis les jeunes sont hyper créatifs. Moi, je pense qu'il faut leur poser la question de ce qu'ils ont besoin, qu'ils se sentent capables de faire, comment on peut les aider là-dedans, puis faire ça ensemble avec le parent, parce qu'effectivement, ce que vous nommez, c'est pas banal pour un parent d'accompagner un grand-parent aussi, pour tous les proches, en fait. Là, donc, il faut faire ça ensemble, il faut se laisser guider par l'enfant. Là. Ouais. Selon votre expérience, auriez-vous peut-être des suggestions? Vous l'avez dit, il n'y a pas d'annonce parfaite. Chaque famille, chaque humain est différent. Mais au moment du décès, on le sait, dans les traditions antérieures, il y avait souvent une phase d'exposition du corps, un moment peut-être où les gens réalisaient, si on veut, de façon concrète, bon, la personne, elle est décédée. Maintenant, certains conservent cette étape d'exposition, d'autres vont directement, par exemple, vers l'incinération ou la mise en terre. Donc, pour un enfant qui n'aurait pas participé, par exemple, au processus de soins palliatifs ou un décès qui est subi, ça peut être extrêmement difficile de comprendre concrètement pourquoi la personne, elle a disparu. Est-ce que vous avez des façons de nous aider à l'expliquer? Je prends l'exemple qui est non religieuse, mais de l'idée du ciel, que la personne, elle est partie dans le ciel. On parle beaucoup de vérité, mais ça demeure quelque chose d'abstrait, la mort, quand même. La seule vérité qui existe dans tout ça, c'est que la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement du corps humain. Avec les plus jeunes, mais on va essayer de les raccrocher à cette réalité-là. Des fois, le raccrocher, c'est pas le premier décès. Des fois, ils ont vécu des décès d'animaux, ils ont vécu d'autres expériences là, en lien avec la mort qu'on peut imager, qu'on peut faire des liens.
Mais dans le fond, la seule réalité sur laquelle on peut s'accrocher, c'est là. Fait que ça, c'est important que l'enfant le comprenne. Le corps de la personne a arrêté de fonctionner pour X raisons, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit peu importe. Puis après ça, on peut rajouter ce qui fait plus de l'ordre des croyances. Oui, de l'ordre du spirituel, si on veut, hein? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, ben, son corps a arrêté de fonctionner, puis maman, elle pense qui est dans son cœur, puis qui m'accompagne toujours, puis qui est dans le ciel, puis qui peut nous regarder, mais on ne peut pas lui parler, puis il ne peut pas nous répondre. Fait que c'est de rester dans la croyance, mais dans la vérité aussi en même temps, de faire attention à ces uniques croyances-là qui sont la personne est partie pour un long voyage, l'enfant va l'attendre, la personne. La personne fait dodo, mais là, l'enfant peut commencer à avoir peur de faire dodo parce que si c'est dodo puis on ne revient jamais, ça ne marche pas, tu sais. Ou dans le ciel, il y a des enfants qui vont aller chercher la personne dans le ciel, qui vont chercher l'échelle pour monter dans le ciel aussi. Fait que les enfants ont un imaginaire qui est fort présent. Fait qu'à ce moment-là, de raccrocher sur la vérité qu'on connaît, puis après ça, de rajouter nos croyances qui nous font du bien, surtout. Fait que les croyances, ils peuvent être propres à chaque personne. L'important, c'est qu'ils nous font du bien. C'est important quand même, des fois, à l'intérieur d'une même famille, d'avoir un discours assez uniforme. Parce que des fois, les enfants vont dire, ben, ta maman est dans ton cœur, ta maman est une étoile, ta maman est au ciel. Tout le monde dit ça autour de l'enfant, ça devient confondant. Fait que quand on choisit, les croyances, ça reste quand même très délicat, c'est pas simple, même pour les adultes, là. Mais des fois, juste d'uniformiser un peu le discours autour de l'enfant pour le sécuriser, éviter que ça soit trop confondant, mais ça peut être déjà aidant. Mais chaque personne a le droit d'avoir ses croyances. Ça, je pense qu'il faut respecter ça. Donc, ça peut être intéressant avant d'arriver à cette situation avec notre partenaire de vie, notre coparent, d'en discuter peut-être, de voir justement quelles sont nos propres croyances, comment on veut fonctionner avec l'enfant afin de prévenir. Et lorsque ces situations arriveront, parce que c'est inévitable, on sera tous dans notre vie confrontés au décès d'un proche, eh bien, nous aurons donc réfléchi à la façon dont nous voulons le faire. Et en termes de souvenirs, comment est-ce que vous voyez le fait de reparler de la personne? Tantôt, on parlait peut-être de prendre des photos ou si la personne en fin de vie est relativement bien et qu'elle accepte, de prendre peut-être une courte vidéo. Est-ce que vous êtes d'avis, si notre enfant en parle, mais ça lui génère énormément de tristesse, eh bien, on l'accompagne là-dedans? Est-ce qu'on doit taire et tenter de plus parler de la personne? Quelle est la bonne approche dans ce contexte-là? Mais je pense que d'abord et avant tout, il faut questionner l'enfant, il faut être attentif évidemment à ses réactions, il faut le suivre, comme on disait aussi, dans ses besoins, puis de s'autoriser à pleurer devant des photos aussi avec l'enfant. Des fois, on a souvent des parents qui nous disent j'ose pas pleurer, je veux pas exacerber sa peine. On leur dit non, au contraire, laissez-vous aller avec lui, ça va l'autoriser de dire hey, moi aussi, ça me rend triste de regarder des photos, puis en même temps, ça me fait du bien. Des fois, c'est de dire à l'enfant, est-ce que tu veux choisir une photo que toi, tu aimes? Donc, encore là, il ne faut jamais insister, il ne faut jamais forcer, mais je pense qu'il faut mettre l'enfant à contribution dans ce qui peut, lui faire du bien. Puis on voit mille et une choses. Moi, j'ai connu une jeune fille là, qui avait tapissé sa chambre des photos de sa maman, puis qui m'a raconté son histoire à travers les murs qui l'entouraient. C'était magnifique, c'est elle qui avait choisi ça. C'est ça qui lui faisait du bien. Donc, je pense que tout est acceptable dans ces situations-là, mais il faut être attentif et soucieux, évidemment, des réactions, puis d'en parler avec l'enfant, puis de cultiver le souvenir, honorer la personne de plein de façons différentes aussi, qui vont s'adapter selon l'âge de l'enfant aussi. Les besoins vont changer, vont évoluer. Ouais. Mais on a vu plein de belles choses qui se sont faites là, par les jeunes eux-mêmes, qui sortent là, même des rituels plus traditionnels, qui des fois leur font un peu moins de bien. Ça dépend encore là de chaque jeune. Et puis, moi, c'est ça qui me fait du bien. Ben, vas-y, fais-le. Vas-y. Ouais.
Ouais, Et ouais. j'imagine, en tant que parent, lorsqu'on parle de respecter son enfant, je prends l'exemple, moi j'ai 3 enfants, il faut être ouvert aussi au fait qu'ils ont le droit de vivre ce deuil-là différemment, chacun d'entre eux, et de les accompagner là-dedans. C'est sûr et certain qu'ils vont le vivre différemment. Chaque personne est unique, là. Comme des empreintes digitales, là, on est tous des êtres à part entière. Fait que c'est de respecter puis d'amener aussi ce respect-là entre les enfants, de dire, ben, ou même de légitimer le fait que ça se peut que le plus vieux pleure plus que le plus jeune. Puis c'est pas parce que le plus jeune a moins de peine, c'est juste qui réagit différemment à ce qu'il vit, il l'intègre de façon différente aussi. Les liens peuvent être différents avec la personne selon, on le sait, avec nos propres enfants, on a des liens qui sont différents avec les 2, les 3, les 4 enfants qu'on a. Fait qu'à ce moment-là, c'est la même chose aussi, tu sais. C'est important aussi d'avoir ce deuil, des fois là, individuel, mais ce deuil familial-là aussi, dans la mesure où on peut faire des choses ensemble pour souligner, dans le fond, la présence de cette personne-là de par sa fête, de par des fêtes comme Noël, tout ça. Tu sais, on peut créer des rituels familiales, comme la personne, les enfants peuvent choisir de faire des rituels qui leur sont propres aussi à eux, en fonction de ce qu'ils ont comme intérêt, ce qu'il y avait comme lien avec la personne aussi. Tu sais, moi, si j'aimais faire des casse-têtes avec grand-maman quand j'y allais, ben j'aimerais ça faire un casse-tête, moi, aujourd'hui, parce que ça me tente de me rappeler que j'aimais ça d'en faire avec grand-maman, puis je m'ennuie d'elle. Tu sais, c'est une façon d'être proche aussi. Oui, le Fait personnaliser parce que justement, que ce soit grand-maman, mamie, peu importe, eh bien, chaque enfant a peut-être son activité préférée avec la personne, sa façon de discuter, les regards, tout ça. Donc, j'aime bien l'idée de personnaliser le rituel. Et mesdames, en terminant, donc, les gens qui nous écoutent et qui sentent qu'ils ont besoin d'aide, qui ont besoin d'appui, bon, vous œuvrez ici à Rimouski avec la Maison de fin de vie Marie-Élisabeth. Il y a également un organisme qui s'appelle Deuil Jeunesse, dont on va parler quelques minutes. Je vous garde avec moi pour le segment coup de cœur. Mais sinon, rapidement, est-ce que les gens, peu importe leur région, peuvent peut-être s'adresser quoi à leur CLSC afin d'être redirigés vers les ressources qui sont disponibles dans leur région? Oui, ou sinon, Deuil Jeunesse est vraiment spécialisé. Donc, on peut appeler à Deuil Jeunesse qui, eux, vont référer. Il y a des intervenants partout. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des intervenants partout au Québec, donc, pour accompagner le deuil, mais aussi différents types de pertes. Là. Donc, je pense que c'est un organisme fondateur. Les gens qui passent à la Maison Marie-Élisabeth, bien sûr, il y a une travailleuse sociale, toute l'équipe est sensibilisée à ça. Évidemment, les CLSC, oui. Euh, euh, peuvent aussi soutenir. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter, même si c'est difficile de demander de l'aide, là, on le sait, je pense qu'il faut pas hésiter à s'offrir cet accompagnement-là, autant comme adulte, mais aussi pour nos jeunes. Donc, il va y avoir des gens qui vont être là pour faire au mieux, pour aider à donner cet espace-là. Puis demander de l'aide, ça ne veut pas nécessairement dire entamer un suivi d'un X nombre de rencontres. Des fois, les parents ont uniquement besoin d'une demi-heure, d'une heure de milieu neutre pour réfléchir à tout ça, pour savoir comment s'aligner, pour apprendre à se faire confiance aussi dans leur intervention, de se sentir plus solide pour pouvoir le faire. Fait qu'on demander de l'aide, c'est pas nécessairement demander de l'aide à long terme, ça peut être de façon ponctuelle, une fois, puis on est capable de poursuivre notre chemin là, par la suite. Il ne faut pas oublier la force de l'entourage aussi. Il y a de l'aide professionnelle, évidemment, mais des fois, l'entourage nous dit on ne sait pas comment soutenir, on ne sait pas comment aider. Donc, nous, on encourage toujours à faire des petits gestes pour venir en aide à ces parents-là, à ces familles-là, mais de demander aussi un peu de répit de mille et une façons. Je pense que ça aussi, c'est très complémentaire à une aide professionnelle quand on en sent le besoin. Oui, oui, parce qu'en tant qu'adulte, on peut avoir besoin d'un moment là, de solitude pour vivre notre propre deuil. On l'a dit, on a le droit de se montrer vulnérable envers nos enfants, mais quand même de ne pas s'oublier là-dedans et de ne pas refouler notre propre deuil en étant toujours tourné vers les enfants. Je pense qu'effectivement, c'est un message qui est important. D'ailleurs, mesdames, je vous garde pour le segment coup de cœur qui s'en vient tout de suite.
mes recherches pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai découvert un organisme coup de cœur pour moi qui s'appelle Deuil Jeunesse et qui a pour mission de nous accompagner lors d'événements tout à fait bouleversants qui peuvent survenir dans notre vie. Oui, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on parle du deuil, de la maladie grave, mais l'organisme pourrait vous accompagner également si vous traversez, par exemple, une séparation, également abandon ou même si vous êtes confronté à une disparition. Alors, mesdames, vous êtes toujours avec moi. Puisque vous vous impliquez au niveau de Deuil Jeunesse, j'aimerais savoir depuis quand cet organisme-là existe-t-il et est-ce qu'il est accessible un peu partout au Québec? Oui, alors, Deuil Jeunesse existe depuis 2008. C'est un organisme de bienfaisance. Josée Masson en est la fondatrice, présidente, directrice générale. Josée, qui est une travailleuse sociale là, qui se dédie à ces missions-là d'accompagnement auprès des familles depuis tant d'années avec cœur, avec professionnalisme. Donc oui, Deuil Jeunesse a grandi à travers les années. Donc, on retrouve des services un peu partout au Québec et même en France, en Bretagne plus précisément. Donc, on salue notre collègue et amie Nadine qui est là-bas. Donc oui, des services partout qui sont utiles à plein de familles. Ouais. Et je voyais un peu plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui qu'il existe entre autres un groupe d'accompagnement qui s'appelle Les Petits Êtres pour les jeunes de 3 à 6 ans. C'est offert dans certaines régions au Québec. De quoi il en retourne là, de ce groupe d'accompagnement-là? Ben, Les Petits Êtres, en fait, En fait, Deuil Jeunesse offre beaucoup de groupes. Il offre de l'intervention individuelle, il offre aussi du soutien téléphonique, soutien parental, de couple. C'est très, très varié dans l'offre de services, mais effectivement, Deuil Jeunesse, je trouve, moi, se démarque par les beaux groupes qu'ils offrent. Et moi, je crois beaucoup à l'intervention de groupe, particulièrement dans ces réalités-là du deuil et des multiples pertes. Puis les Petits Êtres, c'est un groupe pour petits, en fait, de 3 à 6 ans. Un groupe d'éducation, d'expression, de soutien. Donc, les groupes avec les enfants, c'est sûr qu'on utilise beaucoup la symbolisation, comme là, les petits êtres, tournent autour de l'arbre et des saisons. Donc, ça permet vraiment d'offrir un espace à ces enfants-là pour démystifier d'une certaine manière la mort, pour leur permettre de s'exprimer, pour briser l'isolement aussi, même à cet âge-là qu'on peut vivre. Donc, c'est des approches qui sont très concrètes, qui sont très imagées. C'est toujours en co-animation parce qu'on sait qu'avec des petits, ça bouge. Donc, être 2 intervenants peut être très, très favorable. Donc, on utilise les photos, le bricolage, on regarde des fois des extraits vidéo. Donc, 1001 approches encore là pour soutenir ces petits-là. Ouais. Et ce groupe-là n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions et pour nous, là, ici, pour le Bas-Saint-Laurent, je dirais même une partie de la Gaspésie, on est chanceux. Nous avons la Maison de fin de vie Marie-Élisabeth qui a mis sur pied également des groupes de soutien au deuil et entre autres pour les jeunes. Je pense que vous collaborez à ces groupes. Pouvez-vous nous en parler? On est en train, justement, oui, on est en train justement de le créer, le monter à partir du groupe adulte qui existe déjà, qu'on est en train de moduler pour nos tout petits. Fait que ça va être c'est un groupe qui est basé un peu comme sur les mêmes principes que Ève vient de parler, vraiment pour accompagner les jeunes, leur offrir un milieu neutre qui leur appartient où leur deuil a le droit d'exister. Fait que on va pouvoir parler de la mort, oui, mais de façon autre que directement jaser de la mort, mais plus d'aller par la symbolique et tout ça, là, fait que à la hauteur de leur compréhension, bien sûr. Là. Ouais. Donc, pour les gens, si on prend là, la Maison Marie-Élisabeth qui vivent un deuil avec leur tout petit, j'imagine, est-ce qu'on contacte la maison, même si on n'est pas nécessairement de Rimouski, là, je parle du Bas-Saint-Laurent, une partie de la Gaspésie, parce que c'est une maison de fin de vie qui couvre quand même un grand territoire. Donc, si jamais le proche n'est pas décédé à la maison de fin de vie, est-ce qu'on peut quand même demander les services du groupe? Oui, c'est possible. Le groupe est ouvert, dans le fond, aux gens qui ont vécu un décès à la Maison Marie-Élisabeth, tout comme aux gens qui ont vécu un décès à l'extérieur
d'une maison de soins palliatifs, que ce soit à la maison, que ce soit en milieu hospitalier, que ce soit en CHSLD, peu importe le milieu où le décès a eu lieu, les gens ont accès au service. Fait qu'à ce moment-là, il faut appeler à la maison Marie-Élisabeth, demander à parler avec la travailleuse sociale qui est présentement Geneviève Lucie, puis elle va pouvoir là, expliquer en quoi consiste le groupe exactement et pouvoir voir si ça cadre dans les possibilités qui s'offrent à eux et prendre l'inscription en note. Là. Ouais. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui doivent traverser ce moment, cette étape de vie, eh bien, peu importe votre région, vous pouvez donc contacter peut-être la maison de fin de vie de votre région. Ils auront peut-être des ressources à vous proposer. Et sinon, mesdames, donc on le rappelle, il y a l'organisme Deuil Jeunesse qui travaille là, un peu partout dans la province. Vous l'avez dit, même en France. Donc, si vous avez des questions, ils pourront vous référer aux bons intervenants. Et vous l'avez dit, c'est un organisme. Est-ce qu'il est possible de contribuer à la survie de cet organisme-là? Bien sûr, puis il y a de grands besoins parce que je le disais, c'est un organisme de bienfaisance, donc avec des subventions qui sont très peu récurrentes. Là, donc, Deuil Jeunesse est toujours dans cette mission-là d'aller chercher des sous pour aider toutes ces familles-là. Deuil Jeunesse veut que ce soit accessible à tout le monde aussi, peu importe les moyens. Donc, c'est sûr qu'ils mettent en place beaucoup d'activités de financement, mais si vous allez sur le site de Deuil Jeunesse, qui encore là est super complet, là, vous allez avoir accès à tous les services de l'organisme. Il y a même une visite du milieu aussi. Comme on disait, le soutien téléphonique est gratuit, quand même, faut le dire. Là. Donc, les gens peuvent appeler pour avoir justement se faire rassurer sur certains aspects. On a parlé de l'annonce tout à l'heure. Donc, Deuil Jeunesse va pouvoir répondre avec plaisir. Puis, il y a plein de façons de contribuer directement sur le site. Sinon, vous appelez à Deuil Jeunesse aussi, puis c'est sûr qu'ils vont être très heureux d'accueillir les sous que les gens ont envie d'offrir là, pour assurer la pérennité là, de cet organisme-là il y en a très peu de services comme ça. En fait, c'est le seul là, spécialisé. Donc, ouais, je pense que ça vaut la peine. Donc, en résumé, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Hein? Ce sont des événements extrêmement bouleversants que l'on a à vivre, à traverser, qu'on parle de maladies graves, de deuil, de séparation, d'abandon, de disparition. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et vous l'avez dit, le soutien téléphonique, il est gratuit. Parfois, il ne suffit que d'une piste, que d'un conseil. Hein? Cindy, tu l'as bien dit tout à l'heure, on n'a pas nécessairement à entrer dans un processus de suivi psychologique qui s'étale sur plusieurs semaines. Notre besoin, il peut être ponctuel, il sera répondu et c'est correct. Et si jamais on découvre que le besoin est plus grand, eh bien, c'est correct aussi de demander de l'aide et on a droit en tant qu'adulte à notre propre vulnérabilité. Hein? Nous avons, nous aussi, des choses à apprendre de ça. Donc, je pense que c'est important d'être sur la même longueur d'onde que notre partenaire de vie et ensuite de se guider en tant que famille, de s'appuyer, de s'entourer de notre réseau aussi. Hein? Même si ce ne sont pas des experts, ce sont des gens qui nous connaissent bien, qui peuvent nous appuyer dans ce processus-là. Il n'y a pas... pardonnez-moi l'expression, mais de questions niaiseuses, ne pas hésiter à poser des questions. On a le droit aussi de ne pas être à l'aise, on a le droit d'avoir peur. Hein? Parfois, on s'est fait raconter des histoires. Donc, essayons de briser ce tabou-là qui touche la mort. Je pense que c'est très important. C'est une étape de la vie. Vous l'avez dit tantôt, il faut aussi célébrer la vie. Voyons-le comme une étape à franchir et non pas comme une fin en soi. Alors, merci beaucoup, mesdames. Je pense que cet épisode aura aidé, accompagné certaines familles. En tout cas, du moins, c'est ce que je souhaite. Et ne soyez pas inquiets. Donc, sur la page de l'émission à la hauteur de nos tout-petits de l'épisode, je vais mettre le lien de la Maison de fin de vie Marie-Élisabeth et également le lien de l'organisme Deuil Jeunesse où vous pourrez trouver là, des réponses à vos questions plus précises. Merci, mesdames. C'est ce qui complète cet épisode qui me semblait si nécessaire. Un merci particulier à Ève Bélanger, professeure en travail social à l'UQAR, également bénévole et animatrice des groupes de suivi de deuil à la Maison Marie-Élisabeth et membre de l'équipe de Deuil Jeunesse. Merci également à Cindy Laflamme, travailleuse sociale et animatrice des groupes de suivi de deuil à la Maison Marie-Élisabeth. Le but de cet épisode était de vous accompagner afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.